Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, nous accueillir ici dans votre ville de cœur, Marseille, dans votre région Provence-Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont vous êtes évidemment le président. Vous êtes également président de Région de France. On est ensemble pendant une heure pour cette interview en partenariat avec La Provence, Nice Matin et Var Matin. Et à mes côtés pour cette interview, Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem. Bonjour Ariane. Le directeur des rédactions de La Provence, et Denis Caro. Bonjour Denis. Bonjour Ariane. Le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Première question, Renaud Muselier. Benoît Payan était à votre place il y a quelques minutes. Comment ça se passe avec le nouveau maire de Marseille ? Plutôt bien. De toute façon, mon principe est assez simple. À partir du moment où il y a des élus qui sont légitimement élus par un système démocratique, ce sont les interlocuteurs. Et dans les cadres de nos compétences, nous devons chacun faire ce que nous avons fait dans nos compétences. Et en ce qui concerne les compétences attribuées à la région, qui sont le transport, les lycées, l'économie, l'aménagement du territoire, le plan de relance, je travaille avec la totalité des maires en harmonie et je n'ai aucun problème, Monsieur Payan. Au contraire, comme vous l'avez souligné, ma ville de cœur, mais c'est ma ville de naissance, j'aime Marseille, comme tous les Marseillais qui aiment leur ville d'ailleurs. Donc il n'y a pas de spécificité parce qu'on est élu, on aime plus la ville que les autres, mais la réalité c'est que c'est une ville capitale, c'est la deuxième ville de France, c'est une ville qui a des difficultés, qui a des atouts, et j'essaye de faire en sorte que les compétences de la région, en équité avec le reste du territoire régional, fassent en sorte que la ville de Marseille soit bien traitée et puisse être opérationnelle dans les différents domaines qui dépendent de la région. Alors on va évidemment commencer en parlant de la crise sanitaire, Renaud Muselier, avec Denis Caro. Renaud Muselier, dans la région, les Alpes-Maritimes ont été concernées depuis le 27 février par le reconfinement le week-end, donc bien avant le reste de la France. Or, l'ARS a annoncé hier un record d'hospitalisation en soins critiques dans la région. Ça veut dire que la situation sanitaire ne s'améliore pas. Ce qui touche les Alpes-Maritimes devrait servir de leçon au reste de la France en ce qui concerne les prévisions épidémiologiques. Depuis le début, vous l'avez souligné dans votre reportage, je suis assez critique vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire. Deuxième volet, puisque en tant que président des régions de France, j'avais demandé à mes collègues présidents de région de ne pas faire de polémique. Et donc, on peut dire que pratiquement jusqu'en septembre de l'année 2020, vous n'avez jamais entendu les régions critiquer la gestion de la crise sanitaire, parce que quand on ne sait pas, que ça évolue, que c'est compliqué, on a tous eu des responsabilités importantes, on sait que c'est difficile, donc il faut être très calme. Mais enfin, on apprend quand même dans la crise. On apprend dans les difficultés. Et on a eu pendant toute cette période de l'année 2020 tout ce que j'appelle le bazar des critères. Donc on ne savait plus très bien comment prendre la température du pays par rapport à la pathologie. Donc est-ce qu'on confinait au niveau municipal, territorial, national, sur quels critères ? Bon. Ce dont on est sûr maintenant, c'est qu'il y a 3 critères qui doivent être fondamentaux, plus un niveau de mesure. Dans les 3 critères, vous avez le taux d'incidence. Le taux d'incidence, il ne doit pas dépasser 250. Voilà. Il est de combien aujourd'hui dans votre région ? Et là, il est à 500 sur la région. En moyenne sur la région, il est passé à 600 sur les Bouches-du-Rhône, et dans les Alpes-Maritimes, il était à 700, et il est à 400, et il plafonne à 400. Après, vous avez le taux de positivité. Le taux de positivité, ça veut dire quoi ? C'est que quand vous êtes plus de 10, vous êtes en danger. Voilà. En dessous, vous contaminez moins. En novembre, nous étions à 19, par exemple. Et après, vous avez le taux de patients en réanimation. Au-dessus de 80, il y a danger. Bon. Et on se retrouve. Et aujourd'hui, dans la région, nous sommes avec un taux de positivité de 8, donc ça c'est bien, et avec un taux de réanimation à 120 à peu près, en moyenne. Bon. Et les Alpes-Maritimes doivent nous servir de leçon pour la gestion nationale du problème. Vous étiez à 700 dans les Alpes-Maritimes. Vous étiez à 700 avec 140% de patients en réanimation avec un taux d'incidence de 11. 6 semaines après, vous avez été les premiers à avoir un confinement assez strict et sévère quand même, puisque vous n'étiez même pas aux 10 km. Alors, aujourd'hui, et en 6 semaines après, de 700, on est passé à 400, c'est un taux très significatif en amélioration. De 140% de patients en réanimation, on est passé à 120, mais on est à 400, on ne bouge plus, 6 semaines après. Ça veut dire qu'il faut être très prudent sur l'hypothèse d'une sortie du confinement. Exactement. Et très prudent, et en même temps, on voit bien la capacité de rebond immédiat. C'est-à-dire que par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, je pense qu'on a rebondi immédiatement, nous, après le carnaval, vous savez, où tout le monde est sorti. Donc on a fait une forme de gros cluster, quoi. Et depuis, on ne fait que monter, on est passé à 600, c'est-à-dire qu'on a flambé depuis. Alors, donc, justement, vous parlez... Donc juste, je finis, excusez-moi, j'ai été un peu long. Non, on va y revenir. La prise de position qui est de dire, dans 6 semaines, on sera tranquille au niveau national,
j'émets des réserves, de grandes réserves, non pas parce que je suis un scientifique, épidémiologiste ou médecin, ancien médecin du SAMU, c'est que j'ai simplement l'habitude de regarder ce qui se passe ailleurs, et qu'en regardant ce qui se passe chez nous, dans les Alpes-Maritimes, on réalise qu'on est en plateau très haut, et donc on va revenir sur le carnaval, mais un mot, si on pousse votre raisonnement, Renaud Muselier, vous nous dites que ça plafonne dans les Alpes-Maritimes, il faut servir de l'exemple des Alpes-Maritimes, ça veut dire est-ce qu'il faut aller, on ne parle pas de sortie de crise, est-ce qu'il faut aller plus loin dans les mesures coercitives? Est-ce qu'il faut encore serrer la vis pour faire redescendre ce taux? Il faut surtout être cohérent dans les mesures qui sont prises, on ne peut pas changer sans arrêt, en permanence, changer des modalités, de définition de liberté de circulation ou non. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais sur le bazar des critères encore, vous comprenez dans les Non, mais est-ce que là vous dites que ça ne suffit pas, les mesures coercitives, on le voit, ça plafonne dans les Alpes-Maritimes? Je ne dis pas que ça ne suffit pas, je dis que le président de la République nous a expliqué que le 26 avril on pouvait ouvrir les lycées, le 3 mai les lycées, le 26 avril les écoles, et que mi-mai on ouvrirait nos terrasses. Mais quand je regarde l'expérience des Alpes-Maritimes, je pense que c'est un pari très risqué. Voilà. Et dans ce pari-là, je pense que ce pari est très risqué. Et donc, il faut toujours donner une perspective à son patient, à son malade. Et aujourd'hui, notre pays est malade. Et donc, il faut toujours donner une perspective. Mais cette perspective-là, compte tenu de l'expérience des Alpes-Maritimes, qui ont été très rigoureux, qui sont très, très respectueux, ils ont été très sérieux, il faisait beau en plus. Et donc, ils ont bien travaillé. Et bien, l'expérience montre, en tout cas, mais il y a cette différence, c'est que là, il y a eu des écoles fermées en plus. Et les écoles ayant été faites, non pas pour gêner les enfants, c'est surtout pour empêcher les parents de sortir. On va revenir sur les écoles, mais sur le carnaval. Oui, c'est vrai que vous avez fait un tweet qui a beaucoup fait parler de lui. Hein. On parle de ce carnaval de la plaine, 6500 personnes qui ont défilé sans masque, sans geste barrière à Marseille ici il y a quelques semaines. Et une semaine après, vous avez fait un tweet pour dire, ben voilà, on voit les faits, et vous vous basez sur les cartes des marins-pompiers qui montraient le taux de virus dans les eaux usées de la ville, ce qui représente au final le taux de circulation. Vous avez vraiment constaté, vous, une hausse liée à ce carnaval? Nous, on a installé depuis le mois de novembre, sur la base de l'expérience des marins-pompiers, une cartographie régionale. Donc j'ai tous les territoires métropolitains et territoriaux, et je paye ça, hein, c'est la région qui paye. On a les Hautes-Alpes, la Haute-Provence, le Vaucluse, plus particulièrement Avignon, et on a les 3 métropoles, Nice, Toulon, Marseille. Et vous savez, vous l'avez souligné, mais je tiens à le rappeler, on a ça depuis le mois de novembre, et on a donc, on sait ce qui se passe une semaine après, en fait, 5 jours exactement. Et dans les eaux usées, vous avez 3 critères qui sortent assez facilement par quartier: vert, jaune, orange et rouge. Bon, quand vous êtes en vert jaune ou jaune-orange, ça va à peu près. Quand vous êtes orange et rouge, ça va pas. Bon, et bien là, c'est très simple. Dans l'affaire du carnaval, on a vu, la semaine d'après, pouf, on est tous passés en orange. Mais Benoît Payan, en votre presse, il nous disait c'est pas vrai. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve pour montrer que ce carnaval de la Plaine a eu des incidences sur l'état sanitaire de la ville de Marseille. Mais je ne veux pas rentrer dans une histoire politique parce que je vous constaterai. Mais il dit justement ceux qui disent ça, ils font de la politique. Ben oui, mais enfin, lui, ce sont tous ses amis, donc il a du mal à condamner ses amis, donc c'est un autre débat. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Je fais simplement un constat simple. Nous sommes en vert et en jaune. Il y a le festival de la Plaine. La semaine d'après, on est jaune-orange. Voilà, terminé. Donc après, là-dedans, le festival. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, et je tiens à souligner ça. On a tous envie de faire la fête, quand même. Hein. On a tous envie d'aller dans les restaurants, dans les bars, boire un café sur une terrasse quand même. Hein. C'est ça l'histoire qui nous importe. Et donc aujourd'hui, on a tous besoin. Mais je pense que surtout dans les mesures coercitives dont vous parlez, il y a quelque chose qui doit être... Il ne faut pas changer en permanence de critères, mais il y a quelque chose qui est très important. Il faut que les organisateurs, ou ceux qui font en collectif, soient sévèrement punis. Le restaurateur qui fait des restaurants privés, il ne doit plus avoir les aides de l'État, il ne doit plus être accompagné et il doit avoir une verbalisation massive. Et il en va de même pour les gros groupes. Mais il ne faut pas verbaliser en permanence pauvre mec qui n'a pas le masque ou qui est dans sa voiture. Et voilà, il faut arriver à dire ça. Sur les restaurateurs, vous savez qu'il y a des restaurants clandestins dans votre région? Mais bien sûr, il y en a des restaurants clandestins dans ma région, il y en a dans toutes les régions de France. Ce n'est pas spécifique à ici, c'est pas en extérieur, ils tirent le rideau, ils les font dedans. Mais ceux-là, s'ils sont pris, attention, il faut qu'ils perdent toutes les aides. Hein, parce que c'est pas normal que tous ceux qui font les efforts et qui souffrent, et qui le font avec grande dignité et très énorme souffrance, soient pénalisés et qu'on ne puisse pas réouvrir à cause de quelques tricheurs. Hein. Denis. Dans la réflexion sur la crise, dans les choix concernant les mesures sanitaires, est-ce que les élus locaux sont écoutés et entendus ? Sur le plan, moi j'ai toujours l'habitude de toute façon c'est assez simple, depuis le début, on a une crise sanitaire qui entraîne une crise économique et qui entraîne une crise sociale.
Très bien. Dans cette crise sanitaire, depuis le début, nous n'avons aucune écoute, aucun contact, aucun travail, aucun rapprochement avec le ministère de la Santé, voilà, depuis le début. La méthode continue depuis le début. Pour autant, nous essayons en permanence de faire des propositions, comme nous l'avons fait sur les vaccins, comme nous l'avons fait sur les vaccinodromes, comme nous l'avons fait sur les tests, comme nous l'avons fait sur se servir des élus pour les vaccinodromes. Chaque fois, c'est non, mais finalement, ça devient oui 3, 4, 5 mois après, en fonction des dossiers. Mais qu'est-ce qui est en cause? C'est l'approche du gouvernement ou c'est les personnalités, et particulièrement Olivier Véran? Non, je ne fais pas une histoire personnelle avec M. Véran. M. Véran, je l'ai déjà dit, donc après c'est désagréable, mais c'est le porte-parole de son ministère. Je pense qu'on est dans un système qui est très centralisé, et je pense que c'est d'autant plus compliqué pour le gouvernement que M. le directeur de la Santé, M. Salomon, avec le conseil scientifique, à la veille de tous les conseils de défense, font un petit papier au président de la République, au Premier ministre, au membre du Conseil de défense, en leur disant, écoutez, si vous ne faites pas ça, vous allez entraîner la mort de centaines de milliers de personnes, à terme et dans le temps. Et donc moi, je vous l'ai écrit, et donc comme ça, je serai dégagé de toute suite pénale. Voilà. Et quand vous avez une pression comme ça, là-dedans, ça pose d'énormes difficultés pour le décideur. Et en aval, donc ça c'est en amont, et en aval, ils veulent tout concentrer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de s'appuyer sur le ministère de la Défense, de l'Intérieur, pour organiser les cellules de crise, ce qui est quand même son métier, et ils ne veulent pas s'appuyer sur le ministère de la Défense pour la logistique. Alors on se retrouve avec des problèmes de dysfonctionnement mécanique entre les élus locaux, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, l'organisation territoriale en période de crise, et des énormes difficultés en termes de logistique. C'est pour ça que c'est difficile, parce que ce n'est pas des logisticiens, ce que je pense du contraire le ministère de la Santé, alors que le ministère de la Défense est capable de faire. Ah, mais donc vous nous dites que le gouvernement se trompe dans sa stratégie. Non, je répondais à... Non, je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis que le gouvernement est sous pression de gens qui les menacent d'aller au pénal. Et parallèlement à ça, il centralise le ministère de la Santé, centralise un certain nombre d'actions de façon à ne pas partager. Il y a un problème de transversalité administrative. Et donc je répondais à la question par rapport aux élus locaux, parce que c'est la question par rapport aux élus locaux. Nous, ça s'est toujours très mal passé quand même. Monsieur Véran est venu ici à Marseille pour nous expliquer qu'on nous fermait pour des raisons incroyables, parce qu'on n'avait absolument rien à voir avec les autres critères sanitaires français, donc on n'était pas différents d'autres ou non. Il nous a expliqué qu'il avait fait en toute concertation, alors qu'il nous a dit 10 minutes avant je vous ferme. Pour moi, ce n'est pas vraiment une concertation. Parallèlement à ça, dans l'histoire des Alpes-Maritimes, on a pu voir deux cas très différents. Un cas où il a parlé avec les élus locaux et on a eu une territorialisation acceptée difficilement par les élus, mais validée dans le cadre de l'organisation avec le littoral et le reste des Alpes-Maritimes. Il y a eu une territorialisation dans la différenciation quand même. Là, ça s'est fait avec les élus locaux. Et ça a été plutôt fait en harmonie. Et même si c'est difficile, ça a été accepté. Le coup d'après, ça a été au revoir et merci, tout le monde dehors, sans qu'on nous prévienne en quoi que ce soit. Et donc cette méthode-là, eux-mêmes n'ont pas su s'adapter ou changer. Voilà, c'est ce que je regrette. Guilhem. Oui, alors on parle de vaccination justement. Le gouvernement vante en ce moment une accélération de la vaccination. On voit les efforts de communication qui sont faits. Il y a des chiffres donnés tous les jours. Il y a des petites infographies là sur les réseaux sociaux du gouvernement qui circulent. Est-ce que vous, sur le terrain, vous constatez véritablement une progression de cette vaccination? Est-ce que véritablement on accélère? Est-ce qu'on a passé la vitesse supérieure en la matière selon vous? Parce qu'on se rend compte que c'est une attente de la plupart des Provençaux aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes, vous avez raison de le souligner. Le démarrage a été particulièrement chaotique et je crois critiqué, et c'était largement mérité. Pourquoi? Parce que souvenez-vous quand même que même le président de la République en début d'année nous a dit ça part pas assez vite, ça part pas assez fort, il faut servir des élus locaux, il faut faire des vaccinodromes, pendant que la culture du ministère de la Santé, c'est dire surtout pas. Tout de suite, nous avons proposé, avec les régions de France, avec les maires de France, et les départements de France, on a dit, servez-vous des croix vertes, des pharmaciens qui sont capables de faire les vaccinations pour les grippes et qui font 15 millions de personnes en un mois et demi. Ils sont à un endroit où vous avez, d'après la loi, 4100 habitants autour. Donnez-leur les moyens. Ils ont des logisticiens répartiteurs pour servir les pharmacies. Allez-y avec les médecins généralistes et en voiture. Bon, impossible. Donc il a fallu expliquer qu'il fallait faire des centres centralisés. Puis finalement, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on en a 103. Bon, mais il s'était au début trompé, en fait, parce qu'il s'était trompé entre une dose et 2 doses. Ils avaient élargi la population pour vacciner 600 000 personnes, et on en avait la capacité qu'en faire 200 000, et on avait l'organisation qu'en faire 50 000. C'est ça qu'on a eu quand même pendant un mois et demi ici.
C'est ça, pendant moi, lui. Alors maintenant, le Premier ministre a pris les choses en main. Et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, parce que j'arrive à échanger avec le Premier ministre. Il est très réceptif. En tout cas, il m'écoute. Après, il écoute, lui. Et donc, il a repris les choses en main. On est rentré dans les vaccinodromes, ça a accéléré. Il y a bien entendu, et je ne pose pas de polémique là-dessus, d'ailleurs, la livraison, elle arrive pas. Enfin, petit à petit, ça arrive. On rattrape notre retard. Et le fait que maintenant, ça soit plus sous l'autorité du Premier ministre qui organise le dispositif pour qu'il y ait le maximum de vaccination tout le temps, partout, le plus possible, change la doctrine et donc ça commence à marcher, oui. Mais est-ce que les doses, elles arrivent? Parce que Benoît Payan, le maire de Marseille, il y a quelques minutes, il nous disait « J'ai eu des informations hier soir de l'ARS, je suis inquiet, on va avoir un problème dans l'arrivée des doses ». Et ça aura peut-être pour conséquence de stopper les primo-vaccinés au mois de mai. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Est-ce que vous êtes inquiet? Je confirme ces propos. Donc ça veut dire qu'il y aura un arrêt de la vaccination au mois de mai pour les primo-vaccinés? Il n'y aura plus que des secondes doses? On va avoir des OK. Au moment où on doit dérouler et que ça soit fluide, que ça soit facile, j'avais même proposé à un moment, mais maintenant c'est trop tard, de faire un peu comme il y a un incendie. C'est-à-dire que là, on voit où ça flambe, comme dans les Alpes-Maritimes. On n'avait pas besoin de vacciner dans d'autres parties de la France où il n'y avait pas de problème. Et il fallait, quand il y a un incendie, vous envoyez le Canadair pour éteindre l'incendie. Et là, on vaccinait à tout va toute la population des Alpes-Maritimes pour éradiquer la maladie, pour pas qu'elle se transmette. Plutôt que d'aller vacciner à des endroits où vous étiez avec taux d'incidence à 50, quoi. C'est ça. Avec des patients en réanimation à 10%. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon, ben ça n'a pas pu être fait. Maintenant, c'est trop tard, puisque l'incendie a gagné le pays. Donc le coup du Canadair ne peut plus fonctionner. Donc, alors après, on va me dire, oui, mais tu n'es pas gentil. Je ne suis pas gentil, mais c'est pas que je ne suis pas gentil, j'essaie d'être efficace et pragmatique. Bon. Et donc là, aujourd'hui, on a des doses qui doivent arriver, on a une quantité de doses qui doit être validée et ventilée, et on nous explique au dernier moment qu'elle n'arrive pas. C'est quand même encore un problème de logistique, hein. C'est un problème de logistique. Des conséquences, mais avec des conséquences dramatiques. Ça veut dire qu'il y aura un arrêt de la campagne de vaccination? C'est pas un arrêt, c'est un robinet, c'est comme un robinet. Un robinet, vous dites que vous l'ouvrez, puis il n'y a pas d'eau. Puis d'un coup, il y a une eau qui arrive beaucoup, et puis alors vous refermez, mais c'est pas le bon moment. Et donc vous avez un vrai problème de robinetterie, donc de logistique, de la distribution de la vaccination. Alors que, mais vous savez, c'est toujours la même histoire. Ils avaient fait leurs calculs sur la base d'un truc qui était assez simple, c'est-à-dire 30% des Français vont être vaccinés. Donc comment fait-on pour aller vacciner ceux qui ne veulent pas? Ouais, ben écoute, commence à vacciner tes 30% déjà, tu verras que ça viendra. Ben aujourd'hui, ils sont à 70%, ils ne vont pas anticiper. C'est ça que je reproche un peu. Mais c'est des vaccinodromes. Aujourd'hui, il y a 5000 personnes qui doivent être vaccinées dans un seul centre à Nice. En revanche, est-ce que cette concentration, ces vaccinodromes, ne nuisent pas quelque part aux vaccinations dans l'arrière-pays et dans les zones rurales? Comment ça s'organise? Vous avez bien raison, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un système qui s'appelle les vaccinobus. Donc j'ai pris des bus de la région, mes bus zoo là, qui circulent dans toute la région. J'en ai fait un par département. Et chaque jour, ils sont dans des villages de moins de 2500 habitants. Donc tous les jours, ils ont un circuit avec le maire. On a, avec l'ARS, mis en place un circuit qui nous permet, au-delà des vaccinodromes qui sont ventilés dans les Alpes-Maritimes, beaucoup sur le littoral, parce que c'est les endroits où il y a des grands nombres de populations aussi, hein. Donc grand nombre de populations, avec des maires très déterminés, très performants et compétents, Christian, David Lisnard ou le maire d'Antibes, chacun, ou les Tabarot, chacun a son centre, ils sont très actifs, très proactifs. Bon, après, il y a l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, on a mis en place des vaccinobus et on a un village tous les jours, un village de moins de 2500 habitants, de façon à ce que... C'est toujours pareil, mais c'est que du bon sens. Là où il y a beaucoup de gens, vous faites un vaccinodrome. Là, vous avez des zones intermédiaires, vous mettez sur les pharmacies parce qu'elles couvrent, et là, vous n'avez pas de pharmacie, et souvent, des fois, des déserts médicaux, vous faites venir les vaccins par le vaccinobus, et donc au moins, vous allez vous amener le vaccin au plus près de la population. Une question à Renaud Muselier, docteur en médecine. On a vu toute cette polémique autour du vaccin AstraZeneca et le risque potentiel. Est-ce que vous sentez, vous, une vraie défiance, justement, concernant ce vaccin en particulier? Est-ce que vous la comprenez? Et est-ce qu'au final, d'ailleurs, ce n'est pas un échec dans cette politique de vaccination? Est-ce que ça ne va pas retarder, là encore, le déploiement, parce qu'il y aura des inquiétudes sur les effets secondaires des vaccins?
il y a incontestablement un bug sur AstraZeneca. Une forme de buzz en disant si vous prenez AstraZeneca, vous allez tomber malade. C'est faux. C'est faux. Bon. Mais une fois que c'est parti, il faut arriver à l'endiguer. Il faut arriver à l'endiguer sur le plan scientifique pour dire c'est faux. Mais là, vous êtes déjà en retard de sortir les rames, en quelque sorte. Bon. Et vous croyez qu'on peut encore en sortir? On peut encore arrêter cette... Arrêtez d'essayer de vouloir convaincre ceux qui ne veulent pas. Piquez, vaccinez ceux qui veulent. Il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent être vaccinées. Vous ne voulez pas être vacciné? Ben vous ne faites pas vacciner, c'est pas grave. Vous voulez être vacciné? Venez, on vous vaccine. Il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent être vaccinées. On manque de vaccins. Arrêtons de faire une polémique inexistante. Bon, alors, il y a celui-là qui va dire, mais moi je veux que du Pfizer. Tu veux que du Pfizer? Vive la liberté. Il n'y en a pas. Il y a de l'AstraZeneca. Tu ne veux pas? C'est pas grave. Toi, tu veux être vacciné? On te vaccine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous verrez, ça fera comme au début. Au début, on nous expliquait, il n'y en a que 30% qui veulent se faire vacciner. Aujourd'hui, il y en a 70%. Arrêtez de me parler des 30% qui ne veulent pas. Et puis après, on va se retrouver dans un truc très simple. Moi, je vais m'en occuper dans les corrigies d'Orange. Les corrigies d'Orange, elles dépendent de moi. Je suis le président des corrigies d'Orange. Je suis en plein air, je fais mon protocole sanitaire. Mon protocole sanitaire, il va être très simple. C'est faire comme en médecine. Revenons à la médecine. Vous êtes vacciné, vous pouvez rentrer. Vous n'êtes pas vacciné, vous avez réservé, venez avec votre test PCR. Vous n'avez pas votre test PCR, vous inquiétez pas, vous aurez votre autotest. 10 minutes après, vous saurez si vous êtes positif. Vous êtes comme ça, vous rentrez. Vous voulez pas ça, vous rentrez pas. C'est le pragmatisme qui doit prévaloir, selon vous. On doit revenir à des... C'est le bon sens médical. On a oublié la médecine. On ne fait plus de médecine. On part du principe maintenant que de toute façon, malade ou pas malade, je vaccine tout le monde et hop, on va pouvoir s'en sortir. Oui, non, mais c'est pas ça la médecine. La médecine, c'est vous renforcer votre immunologie. Donc vous prenez du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, vous vous renforcez, comme vous faites l'hiver quand il y a avant la grippe, tout simplement. Après, vous prenez les gestes barrières, indispensables. Vous faites attention, pas être plus de 6, vous lavez les mains avec l'alcool, sans arrêt. Vous avez un petit problème, hop, l'oxymètre. Le petit doigt dans l'oxymètre. Vous avez un trou de 97, vous ne ventilez pas. Ça vous évitera d'aller en réanimation. Hein. Et puis quand même, vous soignez. Vous croyez que tous les médecins de France, aujourd'hui, ils attendent simplement de vous dire quand vous êtes positif, si vous êtes positif. Vous savez ce qu'il faut faire, vous? Vous dites, je ne suis pas très bien, on va me dire de rester chez moi, de prendre l'aspirine. Non, non. Alors, je ne rentre pas dans l'histoire du professeur Raoult, on ne s'en sortira pas. Mais l'azithromycine, mais les anticoagulants, mais la corticothérapie, elle fonctionne, elle marche. Si vous prenez la médecine là, vous soignez vos patients avant de les envoyer en réanimation. Mais donc, il faut peut-être commencer par ça. Est-ce que vous avez entendu une seule fois, depuis 1 an et demi, quelqu'un qui vous parle de soins pour les médecins généralistes de ce pays? On nous a toujours dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. On n'est capable que d'interdire dans ce pays. Et moi, j'aimerais qu'on me rappelle simplement que nous, les médecins généralistes, ici, au Beau, vous avez 160 médecins qui soignent des gens et qui disent, mais voilà, quels sont les soins que j'apporte immédiatement à mes patients quand ils sont positifs? Ben, c'est ça qu'il faut faire. Il faut reprendre la médecine par la base. Redonner de la place, pardon. Redonner de la place aux médecins généralistes, ça vous semble important, là, dans cette crise? Mais ils sont en première ligne. Ouais. Ils sont démunis en première ligne. Et en plus, on les contraint. En première ligne, mais en même temps, peu au final valorisé, mis en avant. Non, jamais ça. Jamais, mes pauvres confrères. Dernière question avant de parler de la crise. Mais quand même, qu'on nous donne un petit protocole sanitaire, un petit protocole médical. Regardez, le ministère de la Santé nous a toujours dit ce qu'il ne faut pas faire. Toujours. Il ne nous a pas dit, regardez ce protocole-là, en fonction des pathologies, c'est notre métier, on a fait 10 ans d'études, on n'a pas gagné nos diplômes sur Internet. Hein. Donc en fonction de vos pathologies, on fait en sorte qu'on adapte nos soins avec un protocole de soins et de prévention. Dernière question avant de parler de la crise économique sur la crise sanitaire. Question au président de Région de France, la crise sanitaire, est-ce que pour vous elle a montré que le renforcement de la décentralisation c'était une utopie? Il y a une loi 4D qui doit arriver a priori mi-mai. Est-ce que vous craignez qu'elle ne soit pas à la hauteur? Dans les 4D, c'est d'ailleurs il y a une 4e D qui est apparue, vous avez vu. Donc après, je crois que le 4e D, c'est différenciation ou distanciation. Décomplexification. Moi, je mettrais plutôt en déception. Voilà. Voilà, c'est assez décevant quand même. Ouais. Ça va être quoi, une loi pour rien pour vous? Moi, je m'entends bien avec Mme Gouraud, on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus, en amont. On était très, très, très partisans de faire une vraie décentralisation. Il y avait une vraie ambition derrière. Et ça finit avec un peu d'eau tiède, quoi, vraiment. Donc, ça clarifie 2-3 trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme transfert de compétences pour les régions, pour vous? Vous parlez de la crise sanitaire, l'exemple des ARS, c'est ça. Voilà, par exemple, les ARS, c'est pour être pilotés par les régions.
Voilà. Il faut uniquement changer le pilotage ou il faut revoir totalement le fonctionnement des ARS? Les ARS, elles sont aux ordres de l'État. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Demester, qui est notre ARS, c'est un homme remarquable. Moi, je m'entends très bien avec lui. On travaille la main dans la main. Quand il avait 0 masque, quand même, on lui en a mis 13 millions sur la table. Nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, les régions de France, 130 millions de masques. À des endroits où mes collègues présidents de région, ils n'arrivaient pas à s'entendre avec leur ARS. Parce qu'ils sont, eux, sous les ordres de leur ministère. Comme le mien, d'ailleurs. Il répond aux ordres de son ministère. C'est le serviteur de l'État. Mais je suis venu en aide. Je lui ai dit, mais dites-moi où vous les donnez. Et vous n'en avez pas, moi, je fournis derrière. Mes 13 millions de masques, je suis allé chercher en Chine, quand même. J'ai signé sur mes responsabilités personnelles les commandes, quand même. Là, je n'avais pas l'État pour m'aider, rien. Parce qu'il fallait faire les marchés. Mais heureusement, j'ai eu la possibilité de ne pas faire les marchés et de ne pas me faire piquer mes masques sur le tarmac. Et j'ai fourni 13 millions de masques dans la région et mon ARS en était dépourvu. Heureusement que je m'entendais bien avec lui pour pouvoir faire en sorte que les REA étaient fournis, les policiers étaient... Et on a organisé gentiment, au service de l'État d'ailleurs, au service de nos populations, une organisation sanitaire incroyable. Et donc pourquoi on ne peut pas avoir ça toute l'année, sachant que c'est le central, c'est le national qui décide, voilà. Et c'est nous qui appliquons, mais on est plus efficace, plus rapide, plus souple, on sent mieux nos terrains. On va parler de la crise économique avec Guilhem. Oui, effectivement, parce que cette crise sanitaire a une autre conséquence, c'est une crise économique majeure, ça forcément, on le voit au quotidien. Vous savez combien la crise a coûté depuis un an dans la région sud ? Ça dépend des secteurs, mais c'est colossal. Hein. C'est colossal parce que vous avez eu la première période qui part pour nous mi-février et qui arrive jusqu'à mi-mai à peu près. Dans les 2 mois, là où on perd grosso modo 4 points du PIB là, régional. On a un rebond très très fort à partir d'été. Vous savez, on avait fait la fête des terrasses dans la région qui avait très bien marché. Je me bats toujours pour la vie, moi. Donc le retour à la vie, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Ça avait très bien marché. On a fait une très belle saison d'été quand même. Donc on a compensé. Et après, derrière, on a eu un mois de novembre catastrophique, et puis on a eu un désastre économique avec les sports d'hiver. Et après, ça dépend des secteurs. Tout le secteur hôtelier, bar, restaurant, tout l'UMI, en fait, bar, hôtel, café, restaurant, etc., tourisme, là, c'est un désastre. On mesure le nombre d'entreprises déjà fermées, les défaillances d'entreprises. Là-dedans des pertes de secteurs. Il y a des secteurs où ils ont perdu 95% de leur chiffre dans l'année, quand même. Mais sur l'ensemble de la région, on peut dire qu'on s'est appauvri de 40% à peu près. Voilà. Donc nous, on est venu à la rescousse avec l'État, et je tiens à remercier, je travaillais beaucoup avec M. le maire tout le long. En tant que président des régions de France, on était tous les lundis au téléphone, secteur par secteur, branche par branche, et ils apportaient des réponses tout le temps. Et là, ils ont été, Dieu sait, des fois, parfois, on a beaucoup critiqué Bercy. Là, quand même, ils ont sauvé des filières entières, des pans entiers de notre économie ici, hein. Comme Airbus Hélicoptère, par exemple, hein, comme l'ACNIM, dans le Var. S'il n'y a pas le plan de relance, s'il n'y a pas la démarche du ministère pour sauver des fleurons industriels, puis après, sauver des branches entières de l'hôtellerie, des branches entières de la restauration, la branche entière des cafetiers, chez nous. Alors après, le tourisme, la culture est à plat. Mais on va en parler justement avec Denis. Alors justement, vous évoquez le tourisme qui est une activité majeure dans la région, qui est extrêmement touchée par la crise. On l'a vu et vous l'évoquez aussi, il y a eu énormément de monde l'été dernier, la saison a été bonne. Comment vous préparez l'été qui arrive? Quel est l'enjeu? Alors, il y a toujours plusieurs volets dans cette histoire. Moi, j'essaie toujours de mettre les choses en perspective. On a un mois d'avril catastrophique. Puisqu'on se retrouve aujourd'hui et je fais une action très spécifique pour 3 catégories, ce que j'appelle les chèques nounous pour les mamans ou les papas qui ont des enfants qui sont en télétravail, et donc il y a un chèque nounou de 200 € qui se met en place pour le mois d'avril pour aider à l'accompagnement. Parallèlement à ça, on débloque des moyens financiers à hauteur de 500 € pour les commerces fermés, de façon à ce qu'ils puissent payer leur loyer, c'est un chèque complémentaire. Et puis il y a ceux qu'on oublie toujours, hein, excusez-moi, mais ça finira par poser un problème, ceux qu'on applaudissait tout le temps au match aller. Là, aujourd'hui, plus personne ne les applaudit, ils sont toujours à 140% avec des difficultés. Et donc on va faire un chèque vacances pour tous les personnels de réanimation de 400 € à consommer localement, hein, quand même. Hein. Ça permet de réamorcer après derrière. Ça, c'est ça. On peut partir du principe que si en mai on réouvre, il y a
un autre volet, c'est à ce moment-là, on est la terre des festivals ici, et mon idée, et j'étais des réunions avec les différents syndicats du monde de la culture, et acheter avec le Prodis les spectacles vivants, pour faire en sorte qu'au moins, en respectant les gestes barrières, tout ce qui est plein air, on ouvre. Au moins ça. Voilà. Et on ouvre avec un protocole sanitaire qu'ils ont mis en place, qui a été validé au niveau national comme au niveau local, que l'on peut conforter, nous, ici, assez facilement en plus, dans lequel je vais mettre des moyens pour essayer de réouvrir ça. Parallèlement à ça... les festivals en plein air auront lieu, ça c'est sûr. En tout cas, moi, j'ouvrirai les Corrigies d'Orange. J'ai déjà 10 000 réservations. Voilà. Et je mets en place un protocole sanitaire qui fait en sorte qu'on va avoir du mal à m'expliquer que ça ne marche pas, mon truc. Voilà. C'est dans le cadre du respect strict, on ne va pas tricher. Et bon, mais moi, je suis public, semi-public, et les privés, il a d'autres difficultés pour organiser ça. C'est ce que me disait le produit. Après, j'ai tout le volet des bars et des terrasses. Les bars et les terrasses, il faut qu'ils réouvrent. Voilà. Et donc, on a fait, je ne sais pas, ici, à Marseille, avec les restaurateurs et l'IHU, on a fait 4 demandes de tests de réouverture, d'expérimentation à l'intérieur et à l'extérieur. C'est toujours refusé, même pas on peut essayer. Vous deviez organiser des spectacles, des concerts. Le Dôme, on avait demandé, comme à Barcelone, de faire le Dôme, etc. 3 fois, ça nous a été repoussé. 3 fois. Et c'est plus d'actualité. Si, on nous explique que ça sera pour le 19 mai. Bon, autant vous dire, c'est les calendriers grecs. Donc on va s'adapter. Et puis après, j'essaie d'organiser, faire en sorte, puisqu'on m'explique que de toute façon, ça sera ouvert à ce moment-là, je vais réouvrir mes terrasses, faire la fête des terrasses le 1er juillet. Pour qu'on retourne à la vie, la fête des terrasses et qu'on respire, voilà, et qu'on va apprendre à vivre avec, comme n'importe quelle maladie, on apprend à vivre avec, on fait attention. Un mot sur le ski avec vous. Oui, Renaud Muselier, alors vous avez quelques attaches dans la vallée de Dubaï, je crois, du côté du Soz. C'est un secteur touristique qui a été fortement frappé. Les stations n'ont pas pu ouvrir, les stations des Alpes du Sud cette année. C'est un secteur qui est très impacté. Est-ce qu'on a fait assez pour aider ce secteur-là qui englobe plusieurs choses? Il y a bien sûr tous les professionnels de la neige, mais il y a également tous les commerces inhérents, j'allais dire, à ce secteur-là. Est-ce qu'on a fait assez? Et est-ce qu'il va falloir réinventer ce modèle de la station de ski? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une souffrance réelle pour la saison prochaine si elles peuvent rouvrir? Alors, je vais essayer d'être très rapide. On nous a expliqué qu'il fallait fermer Noël, 25% du chiffre d'affaires, pour être sûr d'ouvrir en Mardi Gras, enfin en février. Donc voilà. Et donc, ça a été un choc. Ils avaient fait 12 protocoles sanitaires pour les perches à l'extérieur, etc. Bon, très bien. Comme il y avait quand même une tempête forte de la totalité des professionnels, et dans lequel il y avait aussi les présidents de région d'ailleurs, les moyens financiers ont été énormes. Énormes. De l'État. Donc secteur sous-produit. Ah oui. Et parce qu'en fait, ils font grosso modo 25% du chiffre en Noël, ils en font à peu près 25% en février, ils font 60% pour les fêtes de février, enfin janvier. Et donc là, ils se sont trompés parce qu'en février, ils voulaient fermer janvier alors qu'on n'était pas contaminé. Enfin, ils ont fermé Noël alors qu'on n'était pas contaminé pour sauver février. Donc l'année entière était finie parce qu'ils avaient fermé en mars avant. N'oubliez pas, ils ont fait une année complète. Et donc, comme ils avaient engagé les moyens financiers importants pour Noël, ils ont mis les mêmes en février. Donc, il y a eu des aides massives. Mais les aides massives, ce n'est jamais que la perfusion pour les travailleurs. Ils veulent travailler, les gens. En plus, il y avait de la neige cette année. Donc, c'est un désastre. Et puis c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, la décision, sur le plan sanitaire. Et donc, il y a un sentiment d'injustice. Là-dessus, pour la suite, nous, on a mis, la région, on a fait un plan avec la totalité des professionnels de santé. La dernière fois, on avait mis 50 millions pour les montagnes, 50 millions pour les vallées, et donc 100 millions, en fait, pour les espaces valléens. Et là, on a mis 200 millions pour la rentrée, là. De façon à ce qu'on réinvente l'organisation des stations. L'avantage, quand même, le seul avantage, si je puis dire, c'est que tous ceux qui sont contre la neige, ils ont réalisé que sans la neige, on ne peut pas vivre dans la montagne. Et que les stations de ski, ça fait vivre les montagnes. Et que les stations de ski, ça lutte contre la désertification. Donc, au moins, le seul avantage dans ce désastre, ça a rappelé qu'on a besoin de skier et que la neige était quand même un or blanc. Autre sujet, on parle du froid. Il y a eu un gros coup de gel ces derniers jours dans de nombreuses régions. Le gouvernement qui a décrété hier le régime de calamité agricole. Quelles conséquences ça a eu dans la région sud? C'est un peu différent. Vaucluse est très touché puisqu'on est à 20% de casse. Ça descend un peu après sur Arles, c'est 10%. Sur le haut des Bouches-du-Rhône, on est à 5-10%. Le Var, moins touché. J'ai débloqué hier 500 000 € immédiatement. Je travaille
avec les syndicats agricoles, enfin les coopérations et les chambres d'agriculture. Et dans les Alpes, on a une inquiétude sur les vergers. Voilà. Donc les vignes sont bien abîmées. Les vergers, et puis en plus dans tout le Vaucluse, on a les fraises, tout ça à ce moment-là. Donc là, il y a de la casse, il y a beaucoup de casse dans le Vaucluse. Et dans les Alpes, il y a tout le haut des Bouches-du-Rhône, il y a le problème des arbres, enfin, et qui est l'agriculture, oui, grosse inquiétude. On va parler du ferroviaire, Denis. La région Sud a été la première à lancer l'ouverture à la concurrence. L'appel d'offres est terminé. Quel est le calendrier et quels sont les objectifs dans le fond? Est-ce que c'est d'abord l'amélioration du service? Est-ce que c'est réaliser des économies? Vous savez que je suis un grand professionnel de l'Europe maintenant, moi, parce que j'étais parlementaire européen à la commission de transport du Parlement européen. J'ai été classé dans les 3 meilleurs députés européens. D'ailleurs, dans la crise sanitaire, là, je viens de gagner le prix des 6 meilleures régions d'Europe dans le cadre de la gestion de la crise dans l'année 2020, et la seule française. Donc j'ai eu un satisfecit européen, que je n'ai pas toujours au niveau local, donc au moins ça fait toujours plaisir à dire de l'extérieur. L'Europe, elle fonctionne au niveau du train avec les ouvertures à la concurrence. Ça permet d'avoir de meilleurs services. Or nous avions ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand nous sommes arrivés avec Christian, la plus mauvaise région de France. Voilà. Il y avait 20% de trains qui étaient en permanence en retard, donc à 80% à l'heure. Plus mauvaise région de France. Vous avez 10% de trains annulés complètement, jamais de remboursement. Donc on a attaqué la SNCF, on a fait toutes sortes de choses, on s'est mis dans les règles européennes, un peu avant tout le monde, et on est aujourd'hui à 91% de régularité, et on a gagné 170 millions d'euros dans cette histoire, par rapport à la SNCF. Et donc quand on allait un peu plus loin dans la démarche, c'est de dire, pas une gare fermée, pas une ligne fermée, ça on s'y est tenu, diminution des coûts, amélioration de la qualité du service. On a acheté des rames, on a sécurisé, on a mis la garde régionale des trains, ça a un coût, hein. Sauf que, et on a diminué l'abonnement qui est l'abonnement Zoo, le pass Zoo pour les jeunes, avec 90 € toute l'année, ils vont où ils veulent quand ils veulent, et donc on se retrouve aujourd'hui avec une amélioration du service. En amélioration du service, la SNCF a pu s'améliorer. Donc elle est dans la compétition. Donc elle n'est pas sortie du jeu. Mais elle n'a jamais été sortie du jeu, parce qu'elle ne veut pas sortir. Elle a raison d'ailleurs. Parce que si les autres rentrent, elle va se retrouver en compétition partout. Hein, parce que mes collègues présidents de région, ils regardent comment ça se passe chez moi. Hein. Et je suis une terre expérimentale en quelque sorte. Mais j'ai gagné en régularité, j'ai gagné en qualité, j'ai gagné en compétitivité et j'ai gagné en moyens financiers. Très bien. Pour le client. Pour le patient, pour le voyageur. Pour le voyageur. Et pour sortir les voitures aussi, puisque le train est électrique maintenant. Donc on se retrouve dans une situation où la SNCF s'est considérablement améliorée, et dans le cadre de la discussion, dans le cadre des dépôts qui ont été faits, on va encore améliorer l'offre, parce qu'ils sont en compétition. Alors justement, les trains, vous dites qu'ils sont électriques, mais pas seulement. Hein. Vous aviez évoqué l'idée qu'on développe ici de façon un peu expérimentale, en étant les pionniers des trains à hydrogène, la fameuse énergie du futur. Visiblement, il y a 4 régions qui ont fait ce choix-là, qui vont l'expérimenter. Nous, pas encore. C'est un choix, là aussi, de reporter cette expérimentation. Oui. Nous, on a ciblé l'hydrogène pour les entreprises. On a regardé pour les trains, donc pour les entreprises, on a engagé notre plan hydrogène, etc. C'est l'alimentation des entreprises pour décharger en fuel, etc. Donc ça, c'est lancé, c'est organisé. Pour le véhicule roulant, c'est pas possible sur les cars tout de suite, mais une flotte sera renouvelée plus tard. Donc ça, c'est pour les bus. Et on a des bus hybrides électriques et on aura des bus hydrogène 2023. Et sur les trains, on a une longue discussion là-dessus, c'est à quel endroit ils se ravitaillent, en fait. Ils s'avitaillent. Et en fait, et à quel moment c'est pentu ou non? Enfin, il y a un problème technique là-dessus. Et à quel moment on renouvelle notre flotte? Donc nous, notre priorité essentielle, c'était sur les Bouches-du-Rhône, c'était Aix-Marseille, puisqu'on n'a pas d'électrification, donc on met en train à batterie, et la Côte Bleue. Et donc là, on a donc train à batterie, là, dans un premier temps. Là, c'est batterie, c'est fait, c'est commandé, ça arrive. Batterie Côte Bleue sur ces 2 axes, et sur l'autre ligne qui va jusqu'à Toulon, batterie. Et après, l'hydrogène viendra sur Marseille-Briançon, et sur les Alpes-Maritimes, qui sont encore une autre démarche. On est en train de travailler là sur l'énergie avec les compétiteurs de l'appel à projet.
Alors justement, autre question de tour ferroviaire, pour me rapprocher de mon ami Denis à Nice, il y a cette ligne nouvelle toujours dans les tuyaux entre Marseille et Nice, hein, un petit peu plus d'1 heure, on en rêve tous, ça c'est un projet qui sera réalisable un jour, si je veux aller prendre l'apéro qu'on pourra à Nice. Ah oui, avec un petit prix. Avec une carte Zoom. Et vous pourrez discuter avec votre compagne en espérant qu'on n'ait plus les masques. On a là un dossier essentiel. On a traité ce dossier, on a réussi à l'avoir, et c'était Philippe Tabarot qui le traitait à la région en tant que vice-président des transports, et maintenant il est à la commission du transport au Sénat. Nous avons très tôt validé avec Mme Borne, quand elle était au ministère des Transports, cette ligne. Maintenant, on est le seul dossier en France comme ça de ce niveau. Mais il y a une cohérence. On a les montagnes derrière et on a la mer dessous. Donc on ne peut pas mettre des autoroutes supplémentaires. On a des habitants qui sont là. Il faut bien trouver un moyen de circulation qui soit adapté plutôt que ce que l'on a aujourd'hui. Et donc ça a un vrai sens écologique, environnemental et d'avenir. Et c'est comme ça qu'il faut le poser. Maintenant, c'est à 4 sous quand même l'histoire. Et donc là, on se retrouve j'étais hier avec le préfet de région où on travaillait sur le contrat d'avenir. Nous avons validé le fait que dans les clés de répartition, l'État ne sera qu'à 40%, les collectivités seront 45%, et l'Europe à 10%. Donc on va voir si on peut avoir une enveloppe supplémentaire de l'Europe. On va voir comment on se répartit ça entre collectivités pour financer ça. On va voir après autre volet. Il faut faire une société de projet de façon à regrouper tout le monde et qu'on n'ait pas des défaillances au fil de l'eau. Société de projet qui nous permettra à ce moment-là d'organiser, de coordonner. Mais c'est en cours de validation. L'arbitrage est en cours et ça avance. Autre gros sujet pour votre région, ce sont les suites de la tempête Alex qui a dévasté les 3 vallées des Alpes-Maritimes. On a vu la mobilisation à tous les niveaux, à commencer par la mobilisation des collectivités locales. L'État s'est engagé, a fait des promesses. Est-ce que ces promesses sont tenues et sont à la hauteur de l'enjeu et de cette reconstruction qui va prendre des années ? Alors, est-ce que c'est à la hauteur ? Il en faut toujours plus. Est-ce que ça va à la vitesse ? Ça va jamais assez vite. Et on a quand même des mauvaises surprises. Quand vous avez, on pense qu'on va pouvoir passer avec le rail et on voit que c'est les piliers du pont qui ne tiennent pas et que le train passait alors que le rail fonctionnait. Bon, est-ce qu'ils ont été à la hauteur ? C'est quand même la région qui a fourni l'hélico pour désengorger la vallée tout le temps quand même. Hein. Donc j'ai pas vocation à être une compagnie d'hélicoptères pour désengorger les pauvres gens qui sont dans leur vallée. Donc, ce que je sais, c'est que le conseil départemental avec M. Ginesi, la métropole avec M. Estrosi, l'aide de tout le monde avec M. Ciotti, le maire de Menton, M. Guibal, ils ont été là. Nous, à la région, on est venu en soutien, en apport, on a mis 50 millions quand même, directement sur la table. On vient de remettre, on a discuté avec Challenge Ginesi hier, 5 millions. On a débloqué avec l'Europe. Je suis allé chercher avec Christian Estrosi des sous à l'Europe pour fédérer les différents pays européens dans l'aide d'urgence pour récupérer 65 millions de supplémentaires. Donc rien que la région et l'Europe, puisqu'on a mobilisé tout ça, on aura mis 170 millions dans l'histoire quand même. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est suffisant pour ces pauvres-là ? Quand on a vu là-bas qui s'est retrouvé à un moment où ils n'avaient plus d'eau, plus d'électricité, même plus de câbles, de connexion Internet, et puis maintenant ils reconstruisent. Alors je suis ça de très près au quotidien, mes élus de la vallée aussi me font remonter, le train arrive, les routes sont refaites, l'électricité est là, mais on a un sentiment de dévastation en plus quand on y va. Et donc c'est ce sentiment-là. Donc on fait le maximum le plus tôt possible. Est-ce que l'État est à la hauteur ? Le président de la République est resté longtemps. Moi j'ai connu bien des présidents de la République qui est resté longtemps. Il était en contact avec les gens. Quand ils nous ont mis l'armée, toujours pareil en logistique, ça a beaucoup aidé quand même. Ça, on a fait gagner beaucoup de temps. Quand ils nous enlèvent l'armée après, on n'a plus que le préfet qui s'en occupe et c'est un peu plus court quand même. Voilà. On va parler des régionales maintenant. Renaud Muselier, auront-elles lieu en juin ? C'est la question, et c'est la question que pose Jean Castex en ce moment. Pour vous, ce report, il est inenvisageable ? Moi, je suis naturel, vous savez, prudent. Hein. Et puis, on voit bien que la crise sanitaire, il faut être prudent. Bon. Après, je fais de la politique. En tant que président des régions de France, j'ai mis cette prudence. Ils ont décidé de dire, on va voter. OK. En fait, il y a plusieurs volets. Il y a, est-ce que les candidats potentiels comme nous, départements et régions, veulent aller voter ? Ils disent oui. Bon. Deuxième truc, est-ce que la campagne peut être organisée ? Les partis disent oui. Bon, OK. Et après, les maires disent, est-ce que vous pouvez les organiser ? Et l'association des maires de France dit oui.
Est-ce que ça s'est fait dans les autres pays européens? Globalement, tout le monde a voté, sauf les Italiens qui ont décalé. Bon. Mais donc, si le président de la République... Après je reviens sur le conseil scientifique, excusez-moi, je vais encore désagréable, mais c'est terrible la décision, leur avis. D'abord, j'avais dit au gouvernement, ne mettez pas la clause de revoyure. Parce qu'avec la clause de revoyure, vous allez vous retrouver dans un pataquès, un moment incroyable, donc ne mettez pas. Bon, ils ont mis la clause de revoyure. Dans la clause de revoyure, que fait le conseil scientifique? Nous ne sommes pas les décideurs, vous savez, nous. C'est pas nous. Bon, donc normalement, un scrutin doit être tenu. C'est pas nous qui décidons. Mais pour qu'il soit tenu, il faut tenir compte des trucs sanitaires. Et quand vous regardez la liste des contraintes pour tenir les bureaux de vote, et là, il y a 2 élections le même jour, ça rend la décision impossible, parce que ça me paraît très compliqué à organiser. Mais bon, mes collègues ont dit oui, allons-y. Et si le président de la République a raison quand il dit qu'on ouvre nos terrasses en mai, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voter en juin. Donc ça veut dire qu'on vote, mais sur le plan sanitaire, c'est pas forcément la meilleure solution? C'est quoi votre position, clairement? À mon avis, il faut faire une revoyure de la revoyure. Donc il faut une nouvelle échéance quand? En mai, on va se dire quand même, est-ce que si la thèse des Alpes-Maritimes qui fait en sorte que 6 semaines après, on voit que ça n'a pas évolué ou on est en plateau très haut, ça veut dire qu'en mi-mai, on sera au bout de 7-8 semaines par rapport à la décision qui a été prise par le président, et ben on fera une revoyure à ce moment-là. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une revoyure de la revoyure. Donc on n'est pas sûr que les élections se tiennent en juin? Je pense que le gouvernement va voter, je ne suis pas parlementaire, je pense que cette semaine, il y a le débat au Parlement, et je pense que le gouvernement demandera l'avis des parlementaires, et les parlementaires, côté Sénat comme côté Assemblée, diront on va voter. Mais vous, c'est votre position personnelle, la revoyure de la revoyure, ou c'est une position qui sera partagée par Région de France? C'est une position qui sera partagée par Territoires Unis et signée aussi avec le président du Sénat. Territoires Unis, on le rappelle, c'est le rassemblement des régions, des départements et des maires. Renaud Muselier, la Commission nationale d'investiture des Républicains s'est réunie mercredi. Elle vous a apporté le soutien du parti. Ça veut dire qu'on a en face de nous un candidat au régional? Non. Vous avez un président de région qui est à la manœuvre depuis 1 an et demi et qui se lève la peau. Voilà. Mais il y a un calendrier qui court. Dans ce calendrier qui court, j'appartiens à une famille politique LR. Je respecte les statuts de ma famille politique et donc il y a une commission d'investiture et je me suis présenté avec les responsables politiques régionaux, parlementaires, présidents de département ou secrétaires départementaux pour dire que je n'étais pas candidat mais que je demandais le soutien de mon parti. Et à l'unanimité, j'ai eu le soutien de mon parti en n'étant pas candidat. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, c'est un secret de polichinelle. Non, je suis un garçon raisonnable, voilà. J'aime ce que je fais, j'y consacre beaucoup de mon temps, je suis très inquiet de beaucoup de choses, je trouve qu'on ne parle jamais des jeunes, on ne parle jamais des étudiants, jamais des études des étudiants, jamais, on leur propose jamais rien en termes de vaccination, rien. Donc j'ai passé un accord... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que vous ne soyez pas candidat? La maladie déjà, et le sentiment d'avoir mal fait, ou peut-être le fait que, avec tout ce que j'ai fait, si les gens ne me soutiennent pas, c'est désespérant, je peux faire autre chose. Donc je suis très libre, je ne veux pas du Front National, bien entendu, mais je veux la réouverture, quoi. Je veux la réouverture de mes bars, de mes restaurants, de mes cafés. Je veux vivre, je me bats pour la vie. Voilà. Donc je suis respectueux de mes instances politiques, je suis un LR. Voilà. J'ai toujours été LR, je n'ai pas changé, hein. Donc voilà. Mais je suis un garçon ouvert. Voilà, je suis ouvert. J'essaie de trouver les solutions et les meilleurs, les plus forts, les plus compétents, les plus performants. Ceux qui ne me mettent pas des bâtons dans la roue toute la journée. Vous le savez, monsieur, à quel point moi j'ai été gêné, handicapé, coincé par ma propre famille, dans mes propres rangs, pour essayer de m'épanouir au service de l'intérêt général. Maintenant, j'ai la capacité de le faire. C'est avec tout ce que j'ai fait. On ne me dit pas, ben écoute, après tout, c'est vrai, tu es LR, oui, alors, c'est pas une tare. Mais finalement, je suis un médecin généraliste, ou je suis un médecin interniste, ou je suis un médecin du SAMU, ou j'ai peut-être bien fait, regardez, même les Européens le disent. Ben, si les gens me disent, ben, vas-y, on a besoin de toi, enfin, besoin de toi, on ne me le dira jamais. Mais bon, Vous parlez d'ouverture, Renaud Muselier, mais jusqu'à quel point, j'allais dire, vous avez envie de faire preuve d'ouverture? Je pense à Christophe Castaner, qui avait été candidat face à Christian Estrosi lors du précédent scrutin, et qui, du coup, lance des appels du pied pour dire, ben, partons ensemble avec la liste de Renaud Muselier. Il vous tend la main et plus que ça. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il n'y aura pas de rapprochement avant le premier tour? Est-ce que vous partirez ensemble? Je ne veux pas d'accord d'appareil, que les choses soient bien claires.
Vous savez que j'ai de très bonnes relations avec Christophe Castaner depuis toujours, même quand il était candidat contre nous. J'étais artisan de son départ, enfin j'ai contribué. Quand il était ministre de l'Intérieur, j'avais fait la cagnotte au profit des policiers qui avaient été frappés. J'ai vu personne m'aider, hein. Là, j'étais seul, on m'a pas dit que c'était bien ou c'était mal ce que je faisais. Oui, ce qui a été une réussite d'ailleurs cette cagnotte. 1,5 million quand même pour les pauvres policiers qui avaient été frappés, pompiers ou gendarmes. Je crois que c'était plutôt une cagnotte face à l'autre cagnotte, c'est pour ça que je l'avais faite, de 130 000 € pour défendre le frappeur quand même. Hein. Bon. Et d'ailleurs celui qui l'avait organisé est parti les sous. Bon, ça se donne la mentalité. Et j'avais plus de 50 000 personnes qui avaient... Donc moi je suis pour l'autorité, je suis pour les gens intelligents qui sont capables de travailler ensemble. Il me tend la main, Christophe Castaner. Et je lui ai dit, avec un peu de malice, vous savez que j'aime bien faire un peu d'humour, on est en période de Covid, personne ne se serre la main, alors on fait un test PCR pour voir un peu. Et PCR, c'est le programme. C'est quoi votre programme? Qu'est-ce que vous voulez? C'est les compétences, et il y a les compétences, il y a le C de confiance aussi quand même, hein, parce que voilà, dans ce monde, si on peut établir un peu de confiance, c'est pas mal. Les compétences, voilà. Et après vous avez la République, parce que il y a le front, et il y a donc l'extrême droite, et vous avez la région. Voilà. Donc, et si on est positif, j'ai pas répondu PCR. Où de ce test PCR? Parce que depuis le temps que vous demandez, il est positif j'ai ou pas répondu PCR. Que dans la seconde, j'ai vu arriver un ministre déboulé, inconnu d'Inavinadant, être candidat. C'est pas une bonne méthode de travail quand même pour le PCR. Il n'y a pas de PCR. Là, je rentre chez toi et puis je vais t'expliquer que je suis meilleur que toi. Peut-être. Et comment vous interprétez cette candidature de Sophie Cluzel, qui est membre du gouvernement et qui... J'interprète ça comme ils ont fait un peu à Marseille. C'est-à-dire que à l'intérieur d'En Marche, c'est très particulier. Vous avez un tiers de gens qui nous aiment bien, nous les mecs de droite. Vous avez un tiers de mecs qui nous aiment pas, parce que c'est des gens issus de la gauche. Et puis un tiers d'opportunistes qui essaient de se placer. Et dès que vous discutez avec un des deux autres tiers, les deux autres tiers vont se mettre contre vous. Toujours. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez, contrairement à nos formations politiques, pas d'interlocuteur réel, clair et crédible. Ils changent d'avis sans arrêt, en fait. Donc, à partir du moment où ils changent d'avis sans arrêt, vous pouvez difficilement discuter. Ça, c'est pour la discussion, comme nous le faisons classiquement. Enfin, moi, j'ai des gens du MoDem qui sont tous avec moi, ils sont avec moi. Et ils sont avec moi, ils resteront avec moi. Les gens d'Agir qui sont avec moi, ils sont avec moi, ils restent avec moi. On a fabriqué une majorité régionale qui n'a perdu aucun de ses élus. Il y a 8 composantes entre la société civile, la droite, le centre et la société civile, en gros. Hein, dans lequel il y avait des marcheurs, d'ailleurs, comme M. Dombreval. Il ne m'a jamais manqué une voix. Ils ont été respectés. Ils n'ont jamais eu aucun problème. Et personne ne me dit que mon bilan était dramatique, donc ils ont participé. Et comment ils vont faire pour dire maintenant, avec une ministre qu'on n'a jamais eue, je trouve que c'est très bien ce que fait la maison commune des marcheurs. Je suis un peu inquiet, hein, pour eux. Un mot sur la politique plus nationale et Xavier Bertrand. Est-ce que Xavier Bertrand il a eu raison de se déclarer maintenant pour vous? Je ne porte pas de jugement. Je dis simplement que Xavier Bertrand a décidé d'imprimer son propre calendrier. Xavier a dit, il voit bien qu'il y a une difficulté pour départager à droite un candidat, que là-dedans, il veut jouer sa propre carte. Il voit bien qu'il y a un risque potentiel qui n'est pas l'élection régionale, qui donc ne seront pas le cut de partage. Donc il dit, moi, régional par régional... si je perds, je ne serai pas candidat à la présidentielle. Si je gagne, j'affirme, en dehors des partis, en portant une valeur républicaine qui sort de chez nous, hein, quand même plutôt dans notre formation. Donc il ne se laisse pas imprimer. Il aura votre soutien? Un calendrier. Attendez, on peut encore pas le temps. Je ne sais pas s'il y aura les régionales, je ne sais pas s'il va être candidat, je vais me demander si je soutiens Xavier Bertrand. En tout cas, je travaille avec lui et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Je vous ferai aimablement remarquer quand même, et je soulignerai à votre attention, que les Hauts-de-France, qui n'ont jamais été dans la région de France, est revenu dans la région de France depuis que je suis président, et Xavier Bertrand est venu et s'y sent bien. Voilà, mais comme Valérie Pécresse, comme Hervé Morin, comme Laurent Wauquiez, comme Carole Delga. Donc moi, j'ai cette capacité à faire en sorte que les gens se sentent bien autour de moi. J'aime bien cette harmonie-là. Voilà. Et la question de fin pour Guilhem. Oui, la question de fin. D'ici, on voit très bien l'hôtel de ville. Hein. Jean-Claude Gaudin l'a occupé pendant 25 ans. Il a écrit un livre, ses mémoires. Est-ce que vous avez pris le temps de le lire, Renaud Muselier, ce livre? Non, je ne l'ai pas acheté. Mais figurez-vous. Vous l'avez pas envoyé? Attendez, c'est assez drôle. Vous savez que j'ai essayé de normaliser mes relations avec Jean-Claude parce que sur le plan humain, nous avons passé beaucoup de choses ensemble, beaucoup de très bonnes, quelques-unes de très mauvaises, avec une fin exécrable. Maintenant, il ne fait plus de politique. Moi, je continue à en faire. La vie est ainsi faite, on a 20 ans d'écart. Donc, je lui ai souhaité une bonne année. Je l'ai vu en fin d'année. Et il m'a envoyé son livre qui est sur mon bureau. Avec un petit mot? Avec un petit mot.
Qui est? Pour solde de tout compte, avec tous mes vœux de succès. Jean-Claude dans le texte. Et voilà, et ce sera le mot de la fin. Avant de se quitter, Renaud Muselier, on va regarder les unes de la Provence. On commence par la Provence, Guilhem. Oui, alors avec un titre, avec un jeu de mots, ça plaira à Renaud Muselier, le jeu des 10 bornes, parce qu'on a voulu mesurer, on sait que Marseille est une commune qui est très étendue, et on a voulu voir effectivement si en respectant la distance de 10 km, on pouvait aller par exemple au bord de la mer. Si on habite dans le quartier des Camoins, clairement, on ne peut pas aller voir la mer à Marseille. À la une de Nice Matin, au pays des déconfinés. Au pays des déconfinés, on est allé à la rencontre des Azuréens qui sont dans les pays où les terrasses ont rouvert, où les restaurants ont rouvert, qui se déconfinent progressivement. Ils nous racontent cette vie qui reprend. Et rapidement, la une de Var Matin. La une de Var Matin, terrible coup de gel, on en a parlé, le coup de gel notamment dans les vignes, dans le Haut-Var. Merci beaucoup, merci Guilhem Ricavi, merci Denis Caro et merci Renaud Muselier d'avoir été notre invité. Public Sénat à Marseille quand même. Exactement. Bienvenue, regardez comme on est sympathiques tous les trois. Avec cette vue magnifique, on remercie nos partenaires et on remercie le Novotel Vieux-Port qui nous a permis d'avoir un plateau ici et d'offrir à nos téléspectateurs cette belle vue sur Marseille. Merci beaucoup, merci Renaud Muselier d'avoir été notre invité. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous.